Gregory Liman fait ses débuts sur la voie martiale en commençant enfant, comme beaucoup, par le judo. Puis fera la découverte de l'art qui deviendra sa voie, le karaté-do. Il consacre alors depuis sa pratique, sa vie, à cet art tout en gardant l'esprit ouvert aux autres. Il pratique donc également le BSD, Budo System Défense, le Body Karaté et le Kyushojutsu. Et pratique aussi le Karaté Kaseha. 4e dan de karaté-do, il est également instructeur en Budo System Défense et Body Karaté. Gregory a vraiment la passion du karaté-do dans sa globalité. Écoute, j'ai commencé l'étude des arts martiaux en 88 au CMS Pantin, dans la banlieue parisienne. Comment j'en suis venu aux arts martiaux? J'étais en primaire. Moi, je faisais du hand et de la gym, rien à voir. Et donc, j'ai un de mes petits camarades de classe qui m'a bousculé dans les couloirs. Il s'est fait rattraper par un de mes potes qui lui a dit « Tu t'excuses auprès de Greg hein ?» Et moi, je voyais ça cool, tu vois. Écoute, il n'y a pas de problème, il m'a juste bousculé. Il est allé dans la cour, il l'a attrapé, il lui a fait un prise de judo que je ne connaissais pas à l'époque, une sorte de harigoshi. Et je les ai regardés, j'ai dit, le mec s'est excusé bien sûr immédiatement, et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Donc je me suis inscrit tout de suite au judo. Ceci dit, après de nombreuses années de pratique du judo puis du jujitsu, je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment adapté à ces disciplines, le rapport poids-puissance, il y a quelque chose qui me manquait, et il y avait une voie exclusivement compétition. Il manquait un petit fond dans la pratique du judo et du jujitsu. Par conséquent, je me suis intéressé à d'autres arts martiaux. Donc j'ai commencé à m'intéresser au kung-fu, au wushu, à tous les arts martiaux chinois. Et j'ai rencontré mon sensei, Marcel Rodrigue Sensei, qui m'a vraiment fait découvrir le karaté-do dans toute sa splendeur, avec tous les aspects que l'on connaît. Le kata, le combat, le kyun, l'étude technique, l'étude des appuis, et aussi la voie spirituelle qui est liée aux arts martiaux. Et quand j'ai rencontré mon sensei et que je me suis mis au karaté-do, je suis tombé amoureux, mais vraiment amoureux comme d'une femme, de cette discipline. Voilà, et je me suis dit c'est vraiment ma voie, c'est vraiment ce que je veux faire, et je sais que je suis sur le bon chemin. Donc voilà comment j'en suis venu au karaté-do que je pratique maintenant depuis une trentaine d'années. Comme je le disais sur la réponse précédente, en fait c'est la rencontre avec mon sensei qui m'a vraiment plu. En fait sa personnalité a fait en sorte que j'adhère complètement au discours qui tend vers la maîtrise totale de son art, que ce soit le combat, le kata ou les formes techniques. Et en fait son travail très orienté sur le travail technique des bases m'a permis vraiment de m'acharner dans mes débuts à maîtriser pleinement la discipline pour pouvoir la développer par la suite. Ce qui m'a poussé à continuer, c'est lorsque j'ai commencé à l'assister ou à enseigner. Je me suis rendu compte que j'avais encore énormément de travail à fournir, et par conséquent, ça m'a vraiment poussé dans la direction de je continue à apprendre les arts martiaux tout au long de ma pratique. Donc j'étais à la fois pratiquant et enseignant. Et c'est vraiment ce qui me passionne dans les arts martiaux, c'est ce côté très vaste. On travaille l'aspect technique, on travaille l'aspect spirituel, on travaille le corps, on travaille l'esprit. C'est tout à fait le sens d'une pratique cohérente. Comme on le voit sur les arts martiaux japonais, les budo, en fait, les arts martiaux sont une voie. Le do de budo, de karaté-do, de judo, kendo, etc. On pratique une voie. Donc cette voie, elle est mentale et spirituelle. Mais dans un premier temps, on cultive le physique. D'ailleurs, nos techniques sont bien souvent, dans un premier temps de la pratique, axées sur la capacité physique à pratiquer. Okay ? Après, derrière, on commence à développer le mental. Le mental vient en second plan. Pourquoi? Parce que la technique est maîtrisée. À partir du moment où la technique est maîtrisée, on peut commencer à travailler mentalement sur l'endurance, sur la visualisation. Et dans un dernier temps, avec l'expérience et la pratique, vient la spiritualité qui est liée à ce fameux do. Moi, j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à développer les trois. Mais il est important d'être bien guidé sur ce chemin pour ne pas mélanger. Donc la technique, c'est ce qui vient en premier. Ensuite, on cultive le mental. Et par la suite, la spiritualité est de mise parce que naturellement, elle se développe à travers les arts martiaux.
Être ceinture noire, dans un premier temps et avant toute chose, c'est montrer l'exemple. Dans un dojo, souvent quand on débute, qu'est-ce qu'on va regarder? Les ceintures noires. Mais à mon sens, c'est bien plus vaste que ça. Pour moi, la ceinture noire, c'est le début du travail. Ça veut dire qu'on a achevé les fondations de la maison et maintenant on va pouvoir construire. Donc on a achevé l'étude que nous a transmis notre sensei, l'étude de notre art en termes de basique. On a les fondamentaux, mais par contre, on n'a pas encore éprouvé et compris réellement le sens du travail. Je pense qu'il est important de démystifier un petit peu la ceinture noire. Ça a une réelle valeur, la ceinture noire. Ça représente un réel travail. Mais ceci dit, il faut garder à l'esprit que être ceinture noire, c'est le début de « je m'approprie mon art et je peux commencer à pratiquer quelque chose qui me ressemble ». C'est nécessaire. La vision que j'ai du sensei, alors déjà autour du terme sensei, il y a beaucoup de mythes et légendes qui circulent, c'est un peu galvaudé parfois. À mon sens, et ce que je peux savoir du terme sensei, c'est celui qui montre la voie, celui qui t'apprend à parcourir ou qui te montre la bonne direction. En fait, pour moi, un sensei, ça doit faire preuve d'ouverture d'esprit, de bienveillance, mais aussi d'exigence. Pourquoi? Pour que tu ne t'égares pas sur les multiples chemins qui te sont proposés. Si tu choisis une voie, on parle de voie, le fameux do, c'est ton sensei qui te montre dans quelle direction tu dois aller, mais c'est toi qui arpentes le chemin. C'est toi qui construis aussi ta pratique et le futur sensei que tu seras. Donc pour moi, c'est important d'avoir été guidé par de merveilleux sensei qui m'ont donné tout son sens à ce terme. Ils m'ont montré la voie, mais ils m'ont permis d'être le pratiquant et l'enseignant que je suis aujourd'hui. Donc c'est important pour moi de rendre hommage à mes sensei, mais important, hein, bienveillance, ouverture d'esprit et exigence. Le kata, à mes yeux et à mon sens, le kata a un rôle essentiel dans la pratique du karaté-do. Ceci dit, on peut l'apparenter à la base technique. Ça pourrait être une encyclopédie, un Becherel, un Bled. Toutes les techniques présentes dans une école se trouvent à l'intérieur des katas, ainsi que leurs applications qui s'appellent les bunkai. Pour moi, le kata, il est absolument essentiel à une école traditionnelle d'arts martiaux, tout simplement. Ceci dit, le kata, c'est avec les années qu'on en ressent vraiment les bénéfices. À mon sens, le kata, quand on pratique depuis suffisamment longtemps, il y a aussi une voie et une vertu spirituelle. C'est-à-dire qu'on ressent vraiment les mouvements, on ressent vraiment ce qu'on est en train de faire et on s'approprie vraiment tout le sens de son école, tout le sens du terme voie traditionnelle martiale. Donc pour moi, le kata, c'est tout simplement une base essentielle à ne pas négliger. Je pense comme tous les gens qui enseignent les arts martiaux, on essaie de développer aussi d'autres choses à la maison. Par conséquent, moi qui suis assez ancré dans les voies traditionnelles mais aussi les voies modernes, je pratique la méditation à travers la mindfulness, la pleine conscience. Ça me permet de faire de la méditation formelle et informelle. Formelle, en seiza ou sur un zafu, on médite, on essaye de se centrer. Je ne l'apparente pas à une pratique spirituelle, je l'apparente plutôt à une pratique du calme de l'esprit. Et je pratique aussi la méditation informelle, c'est-à-dire en mouvement. Je suis concentré sur ce que je fais et j'agis instant après instant. Et c'est vrai que ça m'a réellement apporté dans ma pratique martiale, notamment en termes de visualisation du travail de forme. Ça me permet une vraie concentration sur chaque instant et d'être présent. Là, je suis en train de te répondre, je te réponds. Je ne pense pas à autre chose. C'est vraiment une culture de l'esprit qui est à développer pour tous les pratiquants d'arts martiaux. L'énergie va passer à travers. Alors, je suis absolument pas d'accord avec le moins d'intérêt. En revanche, effectivement, le nombre d'adhérents est en diminution, notamment dans le public jeune. Pourquoi ? On se retrouve en concurrence avec les sports de combat, les formes hybrides, et avec toutes les diffusions, les communications. Les gens, ils sont un petit peu perdus dans pourquoi ils veulent faire des arts martiaux et quelle est la finalité de leur pratique. Quand on voit l'UFC, il y a plein de jeunes, ils veulent faire du MMA. Donc eux, ils veulent tout de suite être efficaces, en 2 ans, savoir se battre, savoir faire du sol. Les voies traditionnelles, ça prend du temps. Pourquoi? Parce qu'on développe tous les aspects de la discipline. Le technique, le combat, on l'a vu déjà dans les questions précédentes. Par conséquent, on se retrouve très clairement en concurrence, même si j'aime pas ce terme. Mais il faut être honnête qu'on se retrouve en concurrence avec des sports de combat qui sont parfois, sur leur forme de communication ou sur leur forme d'apprentissage, plus attractifs pour certains types de publics. Par conséquent, c'est à nous, artistes martiaux jeunes, encore un peu jeunes, de nous adapter aussi sur la forme de communication et la forme de transmission. Ça me semble vraiment important pour que ce nombre ne continue pas à baisser.
La France, c'est selon moi un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a une vraie qualité dans l'enseignement des arts martiaux en France, notamment avec beaucoup d'anciens sensei qui ont été formés à l'école japonaise, et donc on a une vraie qualité dans la transmission. Par contre, il y a un vrai creux entre cette génération et notre génération, c'est-à-dire que nous, on se retrouve à enseigner, à avoir de l'expérience, mais il manque une génération qui aurait pu faire la transition entre ces experts des arts martiaux qui ne maîtrisent pas ou plus les nouvelles technologies, et nous qui sommes très ancrés dessus. Et je suis ravi de voir toute la nouvelle école, comme toi, comme d'autres, hein, qui diffusent une version du budo à la fois dans le respect des traditions, mais aussi orientée vers la modernité. Parce que ce qui pose problème aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs, c'est bien ça. Et pour mettre en lumière les arts martiaux, il faut aussi s'ancrer dans les nouvelles technologies et il faut aller vers une forme de modernité tout en respectant les traditions. Donc il faudrait quelque chose entre cette ancienne génération et nous. En Kizamitsuki ou Tatetsuki. La chose importante à se rappeler quand vous travaillez avec ce genre de technique, c'est quoi? C'est que la main en devant, elle vous permet quoi? De prendre la ligne. On travaille en sen-o-sen, donc on pense à rentrer avant le début du mouvement de l'autre. Alors pourquoi enseigner et pratiquer des styles différents? C'est très simple. En réalité, je pense profondément qu'une école ou un style d'arts martiaux ne peut pas se revendiquer détenteur de la vérité absolue. C'est-à-dire qu'il faut maintenir une certaine forme d'ouverture d'esprit. Pourquoi? Pour pouvoir cultiver le sens critique, dire qu'est-ce qui se passe ailleurs et qu'est-ce qui est judicieux en termes d'enseignement et d'apprentissage. Pour moi, le Budo System Défense, c'est la continuité directe de mon karaté-do. C'est-à-dire que la forme change, mais profondément, ça reste un budo. C'est une discipline martiale dans laquelle on étudie les armes, on étudie le Kyusho-jitsu. C'est une discipline martiale qui fait appel aux mêmes qualités et capacités physiques que le karaté-do, explosivité, travail de cohérence dans les mouvements. Par conséquent, pour moi, enseigner le Budo System Défense et le karaté-do reste enseigner les arts martiaux. D'accord? Je suis vraiment... Ce qui est modifié, c'est la perspective que les élèves ont. Les élèves, ils vont venir au karaté-do pour apprendre le karaté-do, une discipline martiale. Ils vont venir au Budo System Défense pour apprendre le Kyusho ou la self-défense. Après, mon style d'enseignement est très ancré dans les arts martiaux traditionnels. Par conséquent, la différence est minime. Mais ce qui est important de retenir et ce que j'aimerais vraiment faire passer comme message, c'est maintenir une ouverture d'esprit vers les autres disciplines. On ne peut pas se prétendre détenteur d'un savoir absolu. Donc, restons ouverts. On va partir sur la garde d'apaisement qui permet de ne pas être dans une position d'agressivité par rapport à l'autre. Et vous allez simplement, doucement, si vous prenez un coup qui arrive comme ça, prendre contact, sortir la hanche, c'est toujours le même principe. Sauf que quand vous allez tourner, boum, vous allez mettre un petit coup qui terminera par un coup de coude. Ok? Donc on va le faire tout doucement. On sort, on met un petit coup. Pensez-le, hein. 1. Et tout de suite derrière, je vous imaginez que le corps de la personne, il est là. Comme disait Eric, souvent il partira par là. Effectivement. Mais s'il est toujours, si votre coup ici n'est pas assez puissant, boum, ça vous permet de rajouter un coup de coude. Alors là, pareil, hein, concernant le coup de coude, pensez bien à fermer votre hanche. Hein. 1, boum, ok? C'est vraiment, et on relâche. Comme ça, si on a autre chose à envoyer, on peut le faire. D'accord? Allez. J'ai énormément de gratitude et de chance dans mon parcours martial parce qu'il est jalonné de rencontres magnifiques. Dans un premier temps, bien évidemment, mon sensei, qui pour moi est un des meilleurs sensei que j'ai pu rencontrer au fil de ma carrière d'enseignant et de pratiquant. Bien évidemment, Maurice Dobernik sensei qui m'a enseigné le Kasea. Alors ça a été très dur les premiers mois et les premières années. Hein. Franchement, physiquement, j'ai énormément souffert, mais il m'a énormément appris. Bien entendu, il y a le CDRAM, hein. Toi, ton papa. J'avais jamais rencontré une ambiance martiale aussi développée, un respect si profond pour la discipline dans un lieu. Jean-Paul, bien sûr, Jean-Paul Bindel, hein, qui a révolutionné aussi ma façon d'appréhender les arts martiaux. Avec l'intention de le traverser. C'est très important l'intention dans Kyusho, dans tous les arts martiaux d'ailleurs. Donc c'est pas ça, hein, c'est passer à travers l'idée. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Hein? D'accord? Ok, donc vous essayez avec un partenaire, contracter un petit peu les abdos. Et aussi tous les pratiquants que avec qui j'ai pu échanger. Il y a tellement de belles rencontres que je ne pourrais pas synthétiser en quelques minutes. Il y a bien entendu mon complice et ami Firmin, avec qui on développe plein de projets géniaux, mais qui m'a aussi enseigné une partie de son taekwondo à l'époque où je combattais. Et donc,
Tout ce que je peux exprimer par rapport à mes nombreuses rencontres martiales, c'est de la gratitude. De la gratitude. Merci à tous parce que franchement, sans vous, je ne serais rien. Petite anecdote très intéressante qui traite du thème de la compétition. Donc, ce que peu de gens savent, c'est qu'en 1999, je me suis cassé le bras en 2 morceaux, qui m'a occasionné plusieurs opérations. Par conséquent, j'ai dû adapter mon style de combat. Pendant quelques saisons, j'ai dû réapprendre à combattre en déplacement et moins utiliser le bras parce que c'était très douloureux pour moi. Donc, je remercie, et là c'est important, coach Mimi, Karim et encore une fois Firmin, qui m'ont quand même apporté un petit truc différent au niveau du combat qui me permettait de combattre différemment. Donc ça m'a apporté un petit plus en termes de stratégie. On a préparé pendant une saison les championnats de France, nous y sommes allés et nous les avons gagnés uniquement sur des phases de déplacement issues d'autres arts martiaux, ce qui était très fun et à la fois c'est un excellent souvenir d'être champion de France d'une manière non traditionnelle. 2 semaines plus tard, je me repointe à d'autres championnats de France où là, il n'y avait pas de catégorie de poids. Je tombe sur John Café de la ligne verte, donc un mec, moi je combattais en moins de 60 kg, donc un mec qui faisait peut-être 2 mètres et 130 kg. D'ailleurs, tous ceux qui ont vu ce combat ont beaucoup ri, pas longtemps, mais... Et je combats contre cette personne, je fais un bien meilleur combat qu'en finale des championnats de France. Ceci dit, il a réussi à me cadrer, à me mettre un coup. Il m'a explosé 4 côtes, résultat, 6 mois sans pratiquer le karaté. C'était un moment douloureux, mais par contre c'était un moment très enrichissant et une vraie source d'apprentissage. Pourquoi? Parce que ça m'a permis vraiment de relativiser les résultats en compétition. T'es champion de France le 15 juin, le 30 juin, t'es dans un lit d'hôpital, plié par un mec en un coup. Donc tu relativises vraiment l'aspect sportif des arts martiaux et ça a été une vraie révolution pour moi de pouvoir vivre cette expérience assez tôt dans ma carrière de pratiquant. Par conséquent, l'aspect martial pour moi reste prédominant sur les résultats en compétition. Un coup de gueule. J'ai parlé tout à l'heure des voies modernes et des réseaux sociaux. Alors, il y a bien un truc qui m'exaspère, c'est les gens qui se permettent de juger, d'évaluer, de donner leur avis sur toutes les plateformes possibles et que l'on n'a jamais vu dans aucun dojo. Donc en fait, faut savoir quelque chose. Faire une vidéo ou faire un live, c'est se mettre en risque. Par conséquent, on s'expose à la critique, mais on propose quelque chose. Il est possible que la personne qui pratique et qui présente une vidéo n'ait pas encore acquis certaines techniques ou soit en cours d'acquisition. Mais au moins, il prend le risque de proposer quelque chose. D'accord? Quand je vois des mecs qui sont réputés dans certains types d'arts martiaux se clasher à distance sur YouTube, les mecs, là, faut vraiment arrêter. Tout ce que ça occasionne, c'est on passe pour des trompettes. C'est-à-dire que les gens qui pratiquent pas d'arts martiaux, ils disent « regardez, ils sont tous en train de se bouffer là, les uns les autres. » Donc en fait, soyons unis. Et soyons ouverts d'esprit et bienveillants quant à la pratique des autres. Ok, franchement, il n'y a pas de mérite à critiquer ce que les autres font. Pratiquons, maîtrisons d'abord nos écoles et d'abord nos arts martiaux avant de critiquer ce qui se passe ailleurs. Donc, stop, les gars, stop. Soyez persévérants, soyez curieux. Moi, je pense que la curiosité, ça reste une des clés essentielles aux arts martiaux. Soyez ouverts d'esprit, justement. Ne soyez pas dans la critique. Testez, éprouvez votre corps. Trouvez ce qui correspond le mieux à votre personnalité et essayez de vous forger de cette manière-là à travers une discipline qui vous permette de vous épanouir sur tous les aspects de votre vie et pas uniquement sur l'aspect martial. Donc, restez bienveillants avec les autres et surtout, un truc très très important, ne lâchez pas l'affaire, d'accord? Les échecs, ça arrive. Une carrière de pratiquant et d'enseignant, ça se construit au fil du temps et surtout, ne lâchez pas l'affaire. Persévérance. Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un qui a toujours énormément de projets. En l'occurrence, dans un premier temps, continuer à progresser, continuer à enseigner, ça c'est évident. Mais on a plusieurs gros projets en cours avec Firmin. Et oui, encore lui, encore le fameux Firmin. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est continuer à développer la minute martiale. On vient de commencer à développer ça sur les réseaux sociaux. C'est une minute qui permet à chaque pratiquant de prendre ce qu'il a à apprendre de différents arts martiaux. On va faire intervenir des gens. D'ailleurs, l'invitation est lancée tout de suite.
Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à nous contacter, ça nous fera plaisir de partager. On reste dans une notion d'ouverture d'esprit qui est nécessaire au partage et à l'enseignement des arts martiaux. Et on aimerait bien aussi, dans un second temps, développer une école d'arts martiaux à vocation complète, qui enseigne le combat, qui enseigne le karaté-do, qui enseigne le kyoktu taekwondo, qu'on puisse former les jeunes à une voie qui soit à la fois martiale, à la fois physique, à la fois mentale et à la fois spirituelle. Donc on rejoint bien évidemment les questions précédentes, c'est nos projets à moyen terme. Une petite technique avec le point avant qui, je l'espère, vous servira. Bienvenue sur la Minute Martiale. Ok, donc aujourd'hui on va travailler le Tatetsuki. Si vous sentez bouger l'adversaire, vous pouvez ne pas bouger, vous pouvez tout de suite rentrer, et rentrer même sur une technique plus karaté-do. Mais l'idéal c'est vraiment d'aller chercher dedans et de contrôler son... Alors déjà, merci à toi pour l'interview et de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Bien évidemment, ce que je dis n'engage que moi. J'ai énormément de gratitude et j'essaye de cultiver ce sentiment. À travers ma pratique des arts martiaux, j'éprouve énormément de gratitude par rapport à tous les gens qui m'entourent, tous les gens présents pour m'aider au quotidien dans le développement des arts martiaux tels que je l'entends. Et un petit mot pour tous les pratiquants, restez l'esprit ouvert.